Bonjour à toutes et à tous. Nous avons terminé les deux principales parties de la théorie microéconomique, à savoir la théorie du comportement du consommateur et la théorie du comportement du producteur. Ces deux agents économiques, consommateurs et producteurs, sont considérés par la théorie microéconomique néoclassique comme étant rationnels. Très brièvement, la théorie du comportement du consommateur nous a permis de résoudre le problème économique de tout consommateur rationnel, c'est-à-dire à déterminer la quantité optimale des biens qui permet au consommateur de maximiser sa satisfaction tout en veillant à ne pas dépasser son budget. Nous avons calculé par la suite la fonction de demande individuelle et la fonction de demande agrégée pour un bien quelconque. La deuxième partie, qui porte sur l'agent producteur, nous a permis de constater que le producteur poursuit deux objectifs rationnels. Un objectif de maximisation du profit et un objectif de minimisation des coûts de production. Lors de cette partie, nous avons pu calculer la quantité optimale des inputs ou bien facteurs de production, capital et travail, qui permet justement au producteur de minimiser ses coûts de production, et la quantité optimale de l'output ou bien du produit fini qui lui permet de maximiser son profit. Cette quantité d'output est déterminée par l'égalité entre le prix et le coût marginal, tout en veillant à ce que le coût marginal soit dans sa partie croissante. Ensuite, nous avons déduit la fonction d'offre individuelle qui correspond à la partie croissante de la courbe de coût marginal à partir du minimum du coût variable moyen dans le court terme et du minimum du coût moyen dans le long terme, et par la suite d'en déduire la courbe d'offre totale par l'agrégation des courbes d'offre individuelles dans le court terme et dans le long terme. Dans la partie suivante, nous allons confronter ces deux agents économiques, consommateurs et producteurs, dans différentes structures de marché. Dans le marché de concurrence pure et parfaite, dans le marché d'oligopole, de monopole et de concurrence monopolistique. C'est ce que je vous propose de voir dans cette troisième partie consacrée à la théorie des marchés. En guise d'introduction à cette troisième partie, je dirais que l'analyse microéconomique étudie le comportement individuel de deux agents économiques, comme j'ai dit tout à l'heure, consommateurs et producteurs, en s'intéressant à la manière dont ils réalisent leurs objectifs. Je rappelle que le consommateur a pour objectif la maximisation de la satisfaction qu'il va retirer de la consommation des biens et des services, et le producteur a un double objectif, la maximisation du profit et la minimisation des coûts de production. Or, ces deux agents économiques, consommateurs et producteurs, ne peuvent atteindre leurs objectifs respectifs que s'il y a un échange marchand entre eux deux. À ce titre, le consommateur ne pourra maximiser sa satisfaction que s'il achète les biens et les services mis à sa disposition par le producteur sur le marché. Et pareil pour le producteur, il ne pourra maximiser son profit que s'il vend les biens et les services qu'il produit aux consommateurs à travers le marché. Donc, on va dire que pour maximiser leurs gains respectifs, les agents économiques cherchent à effectuer des échanges marchands sur le marché qui va être au cœur de l'analyse microéconomique, objet de la troisième partie de ce cours. La définition que je vous propose du marché est la suivante. Il s'agit d'un mécanisme qui va organiser la confrontation des offres des producteurs et des demandes des consommateurs pour un certain type de biens ou services et qui va conduire à la détermination d'un prix qu'on va appeler prix d'équilibre ou bien prix du marché. À ce prix d'équilibre, il va y avoir un échange marchand si la quantité offerte et la quantité demandée pour le bien en question sont égales. Alors, il existe différentes structures de marché. Alors, selon Stackelberg, euh, Stackelberg a défini un certain nombre de structures de marché selon deux critères, le nombre d'offreurs et le nombre de demandeurs présents sur le marché. Les structures qui nous intéressent dans ce cours sont les suivantes. Le marché de concurrence pure et parfaite, qui se caractérise entre autres par un très grand nombre d'offreurs de petite taille et un très grand nombre de demandeurs. Le marché d'oligopole, caractérisé par l'existence d'un faible nombre d'offreurs qui sont parfaitement connus, qui vont satisfaire à eux seuls un grand nombre de demandeurs. Je peux donner ici l'exemple du marché des télécommunications au Maroc, dans lequel coexistent trois opérateurs télécoms qui sont parfaitement connus, en fait, qui ne sont pas anonymes, Maroc Télécom, Inouï et puis Orange. Ces trois opérateurs vont satisfaire à eux trois
l'ensemble de la demande des consommateurs marocains en termes de télécommunications. Et la dernière structure est le marché de monopole. Donc ce marché particulier se caractérise par l'existence d'un seul offreur qui va satisfaire l'intégralité de la demande, comme c'est le cas par exemple de l'ONCF au Maroc, qui va satisfaire l'intégralité de la demande des consommateurs marocains en matière de transport ferroviaire. Et je vais commencer tout de suite par le premier chapitre de cette troisième partie qui va porter sur l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite. Le marché de concurrence pure et parfaite est un marché hypothétique qu'on ne va jamais retrouver dans la réalité des marchés. Dans la théorie microéconomique, pour qu'un marché soit de type concurrence pure et parfaite, il faut obligatoirement qu'il satisfasse les 5 conditions suivantes. La première est l'atomicité des agents, c'est-à-dire qu'il va exister sur le marché un très grand nombre d'acheteurs et de vendeurs qui sont de petite taille. La taille de chacun de ces protagonistes de l'échange doit être tellement petite pour qu'aucun d'entre eux ne soit capable d'influencer les conditions du marché. Les consommateurs et les producteurs sont donc nombreux et de taille insignifiante, de telle sorte que les quantités achetées et vendues individuellement sont également insignifiantes. La deuxième condition est l'homogénéité des produits échangés, de telle sorte que les consommateurs puissent s'adresser de manière indifférente aux entreprises présentes sur le marché. La troisième condition est la liberté d'entrée et de sortie du marché, c'est-à-dire que tout producteur et tout consommateur sont libres d'entrer ou bien de sortir d'un marché. Il n'y a pas de barrière à l'entrée et puis euh, de même, il n'y a pas de barrière à la sortie. Le consommateur et le producteur ne sont pas obligés de payer un coût à la sortie afin d'accéder au marché ou bien afin d'en sortir. La quatrième hypothèse est la mobilité des facteurs de production. Cette hypothèse signifie que les facteurs travail et capital sont parfaitement mobiles d'une entreprise à une autre ou d'une branche d'activité à une autre. Si, par exemple, il apparaît qu'une industrie devient moins rentable, les facteurs qui y sont utilisés doivent pouvoir être transférés vers une autre activité plus florissante peut-être ou bien plus rémunératrice. Et la dernière hypothèse est la transparence du marché, c'est-à-dire que l'information, que ce soit sur le produit, sur le marché, sur le prix, sur l'offre et la demande, eh bien, cette information doit être gratuite et accessible à tous les acteurs du marché. Ainsi, on suppose que les consommateurs sont parfaitement informés des possibilités offertes par chaque entreprise et des caractéristiques de chaque bien. De même, les producteurs disposent d'une information parfaite sur les préférences des consommateurs et sur leurs dispositions à payer. Nous constatons à travers ces 5 conditions ou bien ces 5 hypothèses que le marché de concurrence pure et parfaite est vraiment un marché hypothétique qui est très très difficile d'observer dans la réalité des marchés. Maintenant, la question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi est-ce que les économistes néoclassiques ont conçu ce marché de concurrence pure et parfaite de cette manière? Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à ces 5 conditions pour garantir la pureté et la perfection de la concurrence? La réponse est très simple. Eh bien, ces 5 conditions sont conçues ou bien pensées pour qu'aucune entreprise de cette structure atomisée ne doit avoir la possibilité et le pouvoir d'influencer les conditions d'équilibre du marché. Le prix est uniquement issu de la confrontation entre l'offre et la demande des consommateurs et des producteurs. Ces consommateurs et ces producteurs doivent être très nombreux et doivent également être anonymes afin d'assurer l'égalité entre l'offre et la demande. Maintenant, si l'une de ces 5 conditions n'est pas respectée ou bien n'est pas satisfaite, on ne peut pas parler de concurrence pure et parfaite, mais de concurrence imparfaite, comme on verra plus tard dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce marché a été pensé pour qu'aucun acteur ne puisse avoir le pouvoir d'influencer le marché parce que justement le prix et la quantité ne sont pas fixés par les offreurs eux-mêmes, mais par cette confrontation entre l'offre totale des producteurs et la demande totale des consommateurs du bien considéré. Maintenant, en fait, on va voir la détermination de l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite en différenciant ou bien
en distinguant entre les deux horizons temporels que l'on a vus dans le chapitre précédent, à savoir la détermination de l'équilibre dans le court terme et la détermination de l'équilibre dans le long terme. Et je commence tout de suite par la détermination de l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite dans le court terme. Dans le court terme, l'échange entre les acheteurs ou les consommateurs et les vendeurs ou les producteurs ne peut se faire qu'à l'équilibre du marché. Cet équilibre est déterminé par la confrontation ou bien par l'intersection de deux courbes, la courbe d'offre globale des producteurs et la courbe de demande globale des consommateurs du bien considéré. On va maintenant définir les deux fonctions, la fonction d'offre globale et la fonction de demande globale. Commençons par la fonction d'offre globale. Mais avant, je vais définir pour vous la fonction d'offre individuelle à partir de laquelle on va déduire la fonction d'offre globale. Pour une entreprise J, l'offre individuelle YJ d'un bien quelconque est une fonction croissante de son prix. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le chapitre précédent. Je vous ai dit que la fonction d'offre d'une entreprise est confondue avec la partie croissante de la courbe du coût marginal. Donc forcément, cette offre individuelle, d'ailleurs tout comme l'offre globale, va être une fonction croissante de son prix et on va la définir de la manière suivante. Petit y de l'entreprise J, ou bien la quantité offerte par l'entreprise J, va être fonction du prix, et cette fonction d'offre va être croissante, donc O' J de P va être supérieur à 0. La fonction d'offre agrégée va être la somme des offres individuelles de toutes les entreprises qui sont présentes sur le marché. Si on considère l'existence de M entreprises sur ce marché, la fonction d'offre agrégée va être définie de la manière suivante. Grand YO est fonction du prix et elle va être égale à la somme des offres individuelles de OJ lorsque J varie de 1 à M parce qu'il y a justement M entreprises sur le marché. Et cette fonction d'offre globale va être également une fonction croissante du prix, donc O' de P va être supérieur à 0. Pour ce qui est de la demande globale, qui est la deuxième composante nécessaire pour déterminer l'équilibre du marché. Je commence par définir la fonction d'offre individuelle et je considère un consommateur I dont la demande individuelle Y et du bien est une fonction décroissante du prix. Pourquoi est-ce que la demande est fonction décroissante du prix? Parce qu'on considère que pour un bien normal, il va y avoir une relation négative entre le prix et la quantité. Lorsque le prix augmente, la quantité diminue, et lorsque le prix diminue, la quantité augmente. Donc on va dire que la demande est fonction décroissante du prix et on va la définir de la manière suivante. YI va être fonction du prix et cette fonction de demande va être décroissante du prix, donc d'I de P va être inférieur à 0. À partir de la fonction de demande individuelle, nous pouvons déduire la fonction de demande agrégée en sommant les demandes individuelles de N consommateurs présents sur le marché. Donc, on peut la définir comme suit. La demande globale est fonction du prix. Elle est égale à la somme des demandes individuelles lorsque I varie de 1 à N. Et cette fonction de demande globale, tout comme pour la demande individuelle, va être décroissante du prix. Donc, D' de P va être inférieur à 0. La question que l'on va se poser maintenant est la suivante. Comment on va se définir, ou bien comment est-ce qu'on va déterminer l'équilibre du marché dans le court terme, dans le marché de concurrence pure et parfaite? Eh bien, on estime que cet équilibre ne peut pas se faire tout seul. On ne peut pas atteindre l'équilibre sans pour autant qu'il y ait intervention d'un agent externe. Cet agent externe, qu'on va appeler commissaire-priseur, a été pensé par les économistes néoclassiques afin de garantir l'égalité entre l'offre et la demande sur le marché. Alors cet agent va être parfaitement informé des conditions de l'échange et va procéder par tâtonnement en annonçant ou bien en criant différents niveaux de prix jusqu'à ce qu'il constate que la quantité totale demandée est exactement égale à la quantité totale offerte. Si, par exemple, le commissaire-priseur va crier aléatoirement un prix P1, il va observer la réaction de l'offre et de la demande. Si, à cette première annonce, l'offre est différente de la demande, le commissaire-priseur va proposer d'autres prix jusqu'à ce qu'il constate l'égalité, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, entre l'offre
et la demande, et le prix ainsi déterminé va être qualifié de prix d'équilibre.